Eh bien bonjour, c'est la vidéo du jour d'après. Alors que j'ai arrêté de marcher samedi après-midi, je publie cette vidéo lundi matin. Donc une journée de maturation avant de livrer quelques remarques qui ne sont pas ce qu'on appellerait dans un grand groupe un REX, un retour d'expérience. Ce qui vous en conviendrait serait assez ridicule pour parler de ces 2 semaines, de ces 2 semaines de marche. Je vais répondre ici, tenter de le faire plus exactement, à des questions que je me suis posées et qui m'ont été posées par certains d'entre vous. Euh, Qu'est-ce qui m'a le plus étonné? Alors, je vais commencer par des choses qui sont un peu plus lointaines de moi pour essayer de me rapprocher progressivement de mon intime. Alors, ce qui m'a étonné, ce sont plusieurs choses. D'abord, c'est le peu de gens que j'ai rencontrés. Bien sûr, je savais, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi la Via Francigena, que ce ne serait pas Compostelle et que je n'aurais pas cette autoroute de pèlerins touristes qu'on rencontre depuis Vézelay, Le Puy, Saint-Pierre-en-Port, etc. Euh, bon, ça, je le savais. En revanche, je ne m'attendais pas à ne rencontrer strictement personne. Je l'ai indiqué à un moment, je crois que c'est à David qui fait de temps en temps des morceaux de Compostelle qui me disait tu vas voir, tu vas faire de belles rencontres. David, oui, j'ai rencontré des gens adorables et charmants, comme à Ablain-Saint-Nazaire, les gens qui m'ont hébergé par exemple, comme un ou deux autres. Mais je n'ai pas rencontré d'autres marcheurs, d'autres pèlerins avec qui j'aurais pu échanger quelques pensées, quelques propos sur ce que nous partagions. Non, rien de cela, personne. D'ailleurs, il y a des jours où j'ai rencontré personne. Si, bonjour, bonsoir à quelqu'un qui sarcle son jardin ou qui désherbe et qui a la courtoisie de lever la tête et de dire bonjour. Bon, mais ça m'a surpris, surtout sur la Via Francigena. Le deuxième point qui m'a surpris, ça je le savais, mais de le voir, c'est autre chose, c'est ce désert, cette désertification à laquelle nous sommes arrivés dans nos petits villages ruraux. Euh, Parce que le premier jour, je m'étais dit, j'achète pas à manger, j'achèterai sur le chemin, je trouverai bien une boulangerie ou une épicerie pour m'acheter un truc à manger ce midi. Donc le midi, j'ai mangé des abricots et les barres de céréales que j'avais emportées parce que, évidemment, de la journée, je n'ai vu ni boulangerie, ni épicerie, ni café. Et ceci a été de la sorte absolument tous les jours, sauf les, euh, sauf les étapes. Sur les 12 jours de marche, j'ai pris 2 fois des cafés. Euh, une fois vendredi en arrivant à Ogg, et puis une fois un autre jour, j'ai oublié lequel. Les autres fois, les 10 autres jours, je n'ai pas vu un café sur mon chemin. Et donc là, on se dit, bon, moi je traverse, donc voilà, j'ai changé de mode de fonctionnement, changé le process, comme dirait l'autre, et j'ai acheté à manger la veille au soir pour le lendemain midi. Bon, pas de problème. Mais ces gens qui sarclent leur jardin, qui désherbent leur petit jardin, dont certains sont très âgés, comment font-ils? Que font-ils? Comment se sociabilisent-ils? Sans parler d'avoir 16 ans dans certains de ces hameaux où il n'y a strictement aucune proposition culturelle, évidemment, mais pour avoir échangé avec une institutrice croisée sur le chemin, pardon, une professeure des écoles croisée sur le chemin avec qui je parlais, pas beaucoup de propositions sportives non plus, assez curieusement. Là, je parle des petits hameaux. Et donc, on est dans un truc assez paradoxal, c'est que on traverse un hameau tous les 3 km, au maximum tous les 5 km, mais on est à peu près dans le même désert que si on était aux États-Unis avec un grand vide entre deux villages de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres parfois. C'est tout à fait étrange. Et puis troisièmement, il y a la fracture numérique. Bon, on en cause toujours. Mais
mais quand on la voit, c'est autre chose. Ça m'a beaucoup surpris que dans un gros bourg, c'est pas un petit hameau du tout, comme Fruges, dans la rue, il n'y a ni 3G ni 4G. Dans les magasins non plus. Nulle part. Bon, quant au Wi-Fi dans les gîtes, il est en plus extrêmement aléatoire, forcément, parce qu'ils ne doivent pas non plus avoir une qualité d'ADSL top niveau. On ne parle même pas de la fibre qui, bien sûr, n'est pas arrivée. Sorécourt-le-Grand, qui est aussi un bourg, avec un camping 3 étoiles. Alors moi, j'ai comme opérateur SFR. Alors là, c'est aucun service. Vous ne pouvez même pas téléphoner. Rien. Alors que vous faites 3 km, vous arrivez dans les champs de patates, et là, vous avez de la 4G. C'est assez surprenant quand même. Bon, voilà, quelques étonnements assez loin de moi. Après, le temps, le climat, j'en ai beaucoup parlé. En réalité, j'en ai peu souffert. Je pense que j'aurais davantage souffert de la chaleur qu'il a commencé à faire depuis hier après-midi. Hier après-midi, dimanche, là, il faisait à Paris 26-27. C'est évidemment beaucoup plus pénible pour moi, qui, comme le soulignait Philippe Bloch, des gènes de Viking, qui suis un gars du Nord, de marcher sous 27 degrés que sous 16. Bon, 16, ça fait 12 le matin, vous mettez une couche que vous enlevez l'après-midi, comme même bien avant, quand vous avez commencé à transpirer. Donc ça ne m'a pas gêné du tout, même si j'en ai parlé. C'était un peu des blagounettes. En revanche, oui, c'est moins joli. Et évidemment, le soleil qui dore les champs de blé, évidemment, la lumière qui s'infiltre dans les sous-bois, c'est autre chose que la grisaille. Et d'un certain point de vue, bien sûr, je l'aurais préféré. Mais c'est surtout, pour la beauté des paysages et pas du tout pour la difficulté physique. Pour parler de physique, troisième étonnement, c'est un étonnement physique qui me concerne. Bon, je m'étais préparé de longue date. J'ai beaucoup marché en préparation de ce périple. Mais je pensais être dans une fatigue croissante. Mais en réalité, c'est l'inverse qui est arrivé. Je crois que le corps s'habitue. Et alors que j'ai fait une moyenne de 25 km par jour, on peut même dire très exactement, puisque j'ai fait 303 km en 12 jours, donc ça doit faire exactement 25 par jour, eh bien j'ai marché de plus en plus vite. Alors le vendredi et samedi, j'avais un petit peu mal sous les orteils d'un pied, enfin une petite irritation sous les orteils d'un pied, absolument invisible par ailleurs, mais mon rythme s'est accéléré. Je suis passé de la promenade au pas des grognards du général Gudin à Smolensk. Bon, le corps s'habitue, c'est vraiment une drôle de machine. Je m'attendais pas à ça du tout. Si bien que samedi, le dernier jour, quand j'ai vu là où je me suis arrêté que par la route, l'an n'était plus qu'à 8 km, évidemment beaucoup plus par le GR 145, la Via Francigena, je me suis dit mince, allez, j'aurais pu le faire et faire 10 de plus. Bon, ce sera pour la saison 2 comme on en a parlé hier. Voilà. Alors ensuite, on arrive à la question du silence, qui est quelque chose là d'extrêmement important, parce que comme je le disais, j'ai pas rencontré grand monde. C'est une méthode. Et moi, j'ai essayé d'écouter le silence. Alors, ceux qui me connaissent bien savent que je suis plutôt un taiseux. Alors, et évidemment, ces vidéos montrent tout le contraire. Mais le fait est que, de manière générale, dans la vie, je ne souffre pas d'incontinence verbale. Je suis plutôt quelqu'un qui supporte bien le silence, le sien et celui des autres. Donc, je n'ai absolument pas souffert de ça. Rajoutons, parce qu'on m'a posé la question, qu'il ne m'était même pas venu à l'idée d'écouter de la musique sur des écouteurs en marchant. Alors vraiment pas. Je ne suis pas allé dans le substitut, je n'ai pas pris de musique, je n'ai pas de playlist, je n'ai pas de Deezer. Et les rares fois où il y avait des télévisions dans ma chambre, je ne l'ai jamais allumé. Bon,
là aussi, ceux qui me connaissent savent que ça ne me pèse pas particulièrement de ne pas allumer la télévision. Mais j'étais dans cette poursuite du silence qui non seulement n'a pas été une contrainte, mais m'a semblé quelque chose d'extrêmement naturel. Bien plus, et là, ça surprendra ceux qui me connaissent davantage, alors qu'usuellement à Paris, je me lève, je prends mon thé et je lis la presse en lisant le thé de manière systématique tous les matins. J'ai jamais eu la presse là pendant ces 12 jours. Jamais. Donc je sais à peu près ce qui s'est passé. Il y a le Covid, il y a des vaccins, il y a des gens qui mettent en danger la vie d'autrui en voulant pas se vacciner, etc. Bon. Mais grosso modo, je ne l'ai pas fait. J'ai été en dehors, de tout ça. Alors, très honnêtement, je pense que quelqu'un de plus sociable que moi, quelqu'un qui a besoin d'échanges, qui a besoin du son, aurait moins bien supporté que moi. J'ai des copains, j'ai des amis qui, par exemple, mettent la radio quand ils sont chez eux. Moi, je fais jamais ça. Donc, j'en ai pas souffert. J'ai écouté le silence et on entend le vent qui souffle qui bruise différemment quand on est dans les blés, dans les patates, quand on est dans les sous-bois. On entend même effectivement ces fameuses éoliennes qui font un peu de bruit. Et donc c'est vrai, ce que les gens disent, ça fait du bruit. Enfin, plus exactement, ça fait un souffle qu'on entend. Et on prête attention aux petites choses. Alors, question suivante, est-ce que cette marche, ce type de marche sur un chemin de pèlerinage, favorise la réflexion et la spiritualité? Alors je suis bien en peine de répondre ça, parce que moi je peux quand même témoigner que j'ai pas été en situation d'approfondir ma réflexion théologique, et franchement après ces 12 jours, je n'ai pas modifié mon point de vue sur la querelle entre Zwingli et Luther, ni sur le débat opposant Bossuet à Fénelon, même si on se doute bien que j'ai une petite préférence pour Fénelon, naturellement, mais justement, et pour Zwingli, mais ça n'a pas changé. Très sérieusement, j'ai pas été en situation de penser à ça. J'ai pas été en situation d'adresser des pensées élaborées. Parce qu'à quoi ma pensée était principalement occupée? Eh bien, dans les chemins souvent boueux, c'est à pas glisser pour tomber dans la bouillasse. C'est de manière générale à pas rater les maigres indications, parfois cachées. Le GR tourne à droite, le GR tourne à gauche, où il faut penser. Et puis quand je me retrouve sur les départementales, je fais attention à ne pas me faire écraser par les voitures qui arrivent en face. Donc c'est à ça que je pense, plus qu'à Fénelon et Bossuet. Je suis désolé de devoir le confesser. En revanche, c'est glissé en moi progressivement un sentiment, pour ne pas dire une sensation, qui donc pas du domaine de la réflexion ni de la pensée construite, c'est le domaine d'être pénétré par quelque chose. C'est le sentiment de soi dans l'espace et le temps. Et je l'indiquais dans une des premières vidéos, quand on se dit que 10 km c'est 2 heures, et au début un petit peu plus, alors que la bagnole qui passe c'est 10 minutes, et même à la vitesse où il roule c'est plutôt 7 minutes, on se dit qu'il y a une déconnexion de la relation de l'individu au temps en fonction de la manière dans laquelle il se positionne dans son environnement. Et ce positionnement-là, de la marche silencieuse, est quelque chose qui renvoie à l'appréhension de pourquoi aller vite, pourquoi aller lentement, pourquoi avons-nous besoin d'aller vite sur certaines choses, lesquelles,
n'y a-t-il pas un côté ridicule à voir une voiture de loin essayer de doubler un tracteur pendant des centaines et des centaines de mètres alors que le conducteur attendrait une trentaine de secondes et il doublerait ce tracteur sans aucun problème, plutôt que d'essayer de passer alors qu'il ne peut pas, en tout cas sans m'écraser. Donc il y a le sentiment de soi dans l'espace et dans le temps qui est quelque chose qui envahit. On se dit, je suis là, dans cette étendue de champs, de blé, de champs de patates. Je suis là dans ce bois qui n'en finit pas. Je suis là en train de monter cette côte qui n'en finit pas à Saint-Gobain. Qui suis-je là-dedans? Et ça peut pas se formaliser en conclusion, puisque ce n'est qu'une sensation. On est plutôt dans la perception de l'insignifiance de beaucoup de choses que l'on fait dans la vie quotidienne, et partant de là, de sa propre insignifiance. Et alors, je finirai par ça, parce que j'avais pas percuté là-dessus. Mais il se trouve que les hasards de calendrier, et de calendrier déplacés par le Covid et autres, ont fait que le vendredi, juste avant mon départ, j'ai dû faire un exposé dans le café philosophique que je fréquente. Et donc mon esprit a été mobilisé par la préparation de cet exposé que j'avais à faire juste avant de partir, plus que pour mon départ. Et puis, toujours au hasard des calendriers, il se trouve que demain, mardi, j'ai un autre exposé à faire, toujours dans le même cadre, dans une conférence que je donne. Et je m'étais dit, benoîtement, plus exactement idiotement, que cet exposé, je le préparais tous les soirs dans ma chambre après la marche. Bon, mais évidemment, dans ma chambre après la marche, j'ai pensé à me doucher, à manger et à dormir. Donc on est vraiment en bas de la pyramide de Maslow, vous voyez. Je marche, je me douche, je mange, je dors. Bon. Et donc je n'ai rien préparé du tout. Donc je préparerai demain. C'est pas grave. Pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ma conférence du vendredi avant la marche a ouvert une parenthèse. La réflexion, le travail intellectuel, si on peut dire, tout à fait mesuré, d'écrire cet exposé, sa formalisation dans un exposé oral préparait l'abandon de la réflexion pour aboutir à la sensation. Et la parole précédait le silence. Et puis, la parenthèse de ce temps de silence va se refermer par un nouveau travail intellectuel, toute chose égale par ailleurs, et par une nouvelle prise de parole. Donc le silence et la perception de la relativité ont été encadrés par du travail écrit et du travail oral. C'est un parenthèse du temps et du hors du temps. Et j'en tire aucune conclusion. Mais c'est quelque chose qui m'a frappé parce que ça n'avait rien de prémédité. Cette fois, c'est vraiment la dernière vidéo. Eh bien, à l'automne, on se retrouve pour l'an Reims. À bientôt.